Dans la nuit du 26 février 1959, 9 randonneurs à ski avaient installé son campement sur une pente pour y prendre le repas et se préparer à une bonne nuit de sommeil. Mais quelque chose d'horrible s'est produit, car aucun membre de la petite expédition n'en est jamais revenu, leur tente abandonnée fut retrouvée complètement déchirée de l'intérieur. Dans les environs, l'on pouvait distinguer des empreintes de pieds du groupe, certains portaient des chaussettes, d'autres une seule chaussure ou étaient carrément pieds nus, et les traces menaient à un boisé situé tout près. C'est là que les 2 premiers corps furent trouvés, sans chaussures, ne portant que des sous-vêtements. La scène suggérait une mort par hypothermie. Toutefois, après avoir examiné les 9 corps, les 7 autres ayant été retrouvés au cours des mois suivants, cette théorie ne tenait plus la route. En fait, rien n'avait du sens. Un corps avait clairement reçu un coup très brutal, un autre présentait des brûlures au 3e degré. Une autre victime avait vomi du sang. Comme si ce n'était pas suffisant, un cadavre avait perdu sa langue et certains vêtements retrouvés étaient radioactifs. Des théories ont alors été formulées. Une intervention du KGB, une surdose de drogue, des extraterrestres, une anomalie liée à la gravité et même la version russe du Yeti ou bonhomme de neige. Un documentariste a récemment suggéré une nouvelle théorie bien réelle, les infrasons. Le vent, mêlé à la topographie des liens, crée des ondes sonores à peine perceptibles par l'oreille humaine. Ce phénomène peut provoquer des nausées, de la panique, un sentiment de terreur, une grande nervosité, des frissons, des difficultés respiratoires et un rythme cardiaque plus rapide. Un consensus apparaît dans tout ceci, les tristes événements furent la conséquence d'une force écrasante et possiblement inhumaine. L'expérience d'abduction correspond à l'impression d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Au-delà de son caractère particulièrement original, des milliers de personnes pensent avoir vécu une telle expérience aux États-Unis. Le 5 novembre 1975, Travis Walton et 6 de ses collègues, du service des forêts, rentrent en camion après une journée passée à couper du bois, du côté de Snowflake, domaine forestier situé à 240 km de Phoenix dans l'Arizona. Vers 18 h, ils commencent à apercevoir une puissante lueur à travers les arbres. Paniqué, le chauffeur arrête le camion à une trentaine de mètres de la lumière. Malgré les mises en garde de ses collègues, Travis Walton décide d'aller voir de plus près et est alors frappé par un rayon lumineux bleuté puis s'écroule. Terrifié, ses collègues quittent immédiatement l'endroit aussi vite que le permet le camion. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, Mike Rogers, le chef d'équipe, voit une forte lumière les survoler à quelques mètres au-dessus des arbres et disparaître. Au moment où les hommes décident de revenir sur le site de l'observation, Travis Walton a disparu. Aussitôt prévenus, les autorités locales lancent des recherches pour retrouver Walton. Les autorités ne croient pas à cette histoire d'enlèvement et le shérif, Martin Gillespie, pense que les compagnons de Travis Walton tentent de camoufler son assassinat. Pendant la battue, des tests de radioactivité sont réalisés en vain sur le terrain, mais des radiations sont présentes sur l'équipement des compagnons de Travis. Après 4 jours de recherche, le 9 novembre, des rumeurs du meurtre de Travis par ses camarades commencent à circuler parmi la population et les autorités.
C'est alors que le shérif décide de faire passer les compagnons de Travis au détecteur de mensonges. De nombreuses caméras de télévision filment la scène. La personne chargée de réaliser le test polygraphique ou détecteur de mensonges était l'une des meilleures de l'Arizona, C.Y. Gilson. 5 des collègues de Travis passent le test. Le dernier, Allen Dallis, refuse de s'y soumettre. Le résultat est sans appel, les 5 personnes étant jugées sincères par le détecteur de mensonges. Le 10 novembre, en fin de journée, le beau-frère de Walton reçoit un appel téléphonique en PCV. Il s'agit de Walton qui l'appelle d'une cabine publique à quelques kilomètres de là. On le retrouve sur place, désorienté et en état de choc, amaigri et déshydraté, comme le confirmera un examen médical ultérieur. Walton racontera l'histoire suivante. Après avoir perdu connaissance sur la route, il se réveilla dans une pièce, entouré de 3 créatures d'1,50 m de haut, qu'il décrira comme ressemblant à des fœtus. Pris de panique, il repoussa violemment les 3 créatures et tenta de s'échapper de la salle par une porte. Il déboucha dans une pièce plus grande où se trouvait un siège ainsi que plusieurs leviers de commande. Une créature, de forme beaucoup plus humaine et portant un casque, entra alors et guida poliment Walton vers une autre pièce, refusant toutefois de répondre aux questions que celui-ci lui posait. À peine entré dans la nouvelle pièce, on lui passa un masque respiratoire sur le visage et il perdit de nouveau conscience. Lorsqu'il revint à lui, il eut juste le temps de voir l'OVNI disparaître. Walton a également subi le test du détecteur de mensonges avec la même personne que pour ses 5 camarades, et sa sincérité a également été reconnue. Depuis 1975, aucun de ces hommes n'a changé sa version des faits, et c'est en 1993 que C.Y. Gilson a eu l'occasion de faire passer le test du polygraphe au dernier de la bande, Allen Dallis. Le résultat a été conforme à ceux obtenus avec les collègues d'Allen Dallis. Néanmoins, un détecteur de mensonges n'est censé qu'indiquer la sincérité de celui qui y est soumis, c'est-à-dire si ce dernier est convaincu de ses dires, il ne prouve en rien leur véracité. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Des vidéos d'objets volants non identifiés près de la frontière mexicaine en 2015, avaient été diffusées par le New York Times en 2017 et 2018, et l'armée américaine vient de reconnaître que c'était bien des ovnis. Par ailleurs, mi-septembre, de l'eau a été découverte dans l'atmosphère d'une exoplanète, ça veut dire une planète hors du système solaire, qui se trouve à 110 années-lumière de la Terre. Elle s'appelle K218b et la NASA dit que c'est la meilleure candidate pour la recherche de signes de vie extraterrestre. Croyez-vous en une vie extraterrestre? Pensez-vous qu'il y ait des planètes habitables et où la vie a pu se développer sous forme végétale ou animale? Est-ce que l'idée qu'il y ait d'autres êtres vivants dans l'univers ne vous intéresse pas? Laissez-moi le savoir en commentaire. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci.